Tel Aviv. Gilles Kepel, vous êtes avec nous, auteur du Bouleversement du monde, l'après 7 octobre aux éditions Plomb. Cet accord n'est pas une solution. Cet accord de cessez-le-feu, s'il est pérennisé, s'il est finalisé par Israël, n'est absolument pas une solution, même s'il permet quelques libérations d'otages. Cet accord, il a été dicté par l'échéance présidentielle américaine. Donald Trump a dit que l'enfer allait s'abattre si il se trouvait avec des otages non libérés et pas d'accord de paix le 20 janvier, le jour de son inauguration, de son intronisation, c'est-à-dire lundi. Et c'est pour ça qu'il a forcé la main à Netanyahou d'une façon extraordinaire. Il a envoyé son conseiller au Moyen-Orient, qui est un promoteur immobilier de New York, qui a obligé Netanyahou à venir pendant le Shabbat pour le recevoir, en lui disant, en lui forçant la main. Puisqu'il n'était pas question qu'il rate cette marche, sinon il aurait eu l'air de quelqu'un qui bluffait, et ça aurait été de très mauvais augure pour le début de sa présidence. Demain, M. Pezeshkian, le président irakien, se rend à Moscou pour signer un traité stratégique avec Poutine. Donc Trump aurait eu l'air d'un matamor, et il est évidemment extrêmement préoccupé par cela. Sur le terrain, en même temps, il faut voir quand même que la situation est assez nuancée en Israël. Vous avez effectivement la droite israélienne extrême, les suprémacistes, les colons de Ben Gvir, de Smotrich, qui sont très opposés à l'accord, mais ils ont peu de chances d'être entendus, puisque Netanyahou a élargi un petit peu sa majorité maintenant avec son nouveau ministre des Affaires étrangères. Et il y aura de toute façon une majorité à la Knesset. Je ne veux pas revenir sur les débats sur l'Assemblée nationale que nous avons eu tout à l'heure. On les a déjà eus sur la France. Trop de noms d'oiseaux, voilà. Mais quel est l'intérêt d'Israël dans tout ça ? Il y a aussi autre chose là que je crois qui n'a peut-être pas été assez souligné, c'est que vous avez quand même une immense partie de la population israélienne qui sont les gens qui sont sensibles au sort des otages et qui souhaitent absolument qu'ils soient libérés et qui considèrent que s'ils n'ont pas été libérés, c'est que Netanyahou n'en avait rien à faire, que lui, il voulait aller ce qu'on appelle jusqu'à la victoire absolue, c'est-à-dire succès militaire sur succès militaire, sans le transformer en victoire politique. Or, ça n'est pas l'objet de Trump. Trump est tout à fait favorable à Israël. Il a nommé ou nominé, comme on dit en anglais, toutes sortes de pro-israéliens, de l'ambassadeur à Jérusalem, qui est un gouverneur chrétien évangéliste et autres, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'il considère que Netanyahou, c'est l'avenir d'Israël. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du business, des deals dans l'ensemble de la région. Il veut faire en sorte que l'Arabie saoudite rejoigne un des accords d'Abraham XXL, si j'ose dire, et le fait que ce soit un entrepreneur du BTP qui soit son porte-parole n'est pas, le fait qu'il utilise un langage qui n'est pas tout à fait celui de la diplomatie, visiblement, la façon dont il s'adresse au Premier ministre israélien, ça n'est pas complètement fortuit. Il y a un immense champ d'ouverture pour chantier. Voilà, exactement, vous avez trouvé la formule. Pour le BTP, non seulement dans la construction de Gaza, de la Syrie, du Liban, de l'Arabie saoudite. Et donc, ce sont des enjeux énormes qui se jouent là, par-delà la question purement politique et militaire. Et dans cette perspective, d'une certaine manière, Netanyahou, à mon sens, du point de vue de Washington, a fait son temps. D'accord. Et c'est ce il s'est fait tordre la main. D'accord. Un mot du Hamas. Est-ce que l'on peut dire ou pas qu'il est durablement affaibli ? On n'a pas le sentiment qu'après tous ces mois de guerre, il y a vraiment une éradication de la branche militaire du Hamas. Il est quand même bien abîmé. D'abord, il n'a plus de leadership. Ma voisine ici me demandait alors qui est le chef du Hamas aujourd'hui. Je lui ai soufflé qu'il y avait le frère de Sinwar, Mohamed, qui était là. Il y en a un autre le plus cortiqué, disons, c'est quelqu'un qui s'appelle Bassem Naïm. Il y a Khalil Lahaya, qui était le négociateur au Liban. Mais aucun d'entre eux n'a l'envergure qu'avait Sinwar et sa capacité surtout de tenir d'une main de fer. Et dans ceux qui seront libérés par Israël, il n'y a pas des gens qui sont capables de prendre la relève ? C'est la grande question. C'est que le seul qu'il faudrait libérer, si j'ose dire, qui est politiquement important, c'est celui qui peut être le socle du futur État palestinien, c'est-à-dire Marwan Barghouti, qui est un ancien du Fatah, qui n'est pas de Hamas, que Israël a maintenu en prison depuis 22 ans, parce qu'il est la seule figure rassembleuse aux Palestiniens. Et la stratégie de Netanyahou,
ça consistait, c'est lui qui avait libéré 6 Noirs et qui l'avait envoyé dans la bande de Gaza, un peu comme le Kaiser, pendant la guerre de 14, avait envoyé Lénine en train blindé à Saint-Pétersbourg pour torpiller le tsarisme. Tant qu'on avait d'un côté Mahmoud Abbas, chef de l'autorité palestinienne, incompétent et corrompu, et de l'autre, un fou furieux fanatique à Gaza, on disait Netanyahou, État palestinien, il disait avec lequel. C'est un peu comme François Mauriac qui dit, après 1945, j'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux, si vous voulez. Oui. Donc là, aujourd'hui, en fait, on voit bien que l'enjeu, c'est le diktat de Trump, pour lequel ce qui se passe aujourd'hui n'est pas du tout bon pour lui. Parce que ça aurait dû être réglé. Si vous voulez. Le fait que Netanyahou fasse traîner que c'est ce matin que le cabinet va se réunir. Alors il a dit que le Hamas mettait des conditions, ça fait partie du jeu. Qu'il attende demain, c'est une manière de résister à Trump. À mon avis, ça devrait lui coûter assez cher à brève échéance. À brève échéance. Catherine Ney, un mot avant que l'on parte aux États-Unis, justement, pour évoquer ça. Oui, enfin, c'est vrai que lorsqu'il dit... Enfin, moi, je n'ai pas les compétences pour évoquer le problème, ce qui se passe en ce moment entre Netanyahou et Trump. Mais en tous les cas, lorsque Trump dit, eh bien, la guerre en Ukraine, je la résoudrai en 2 jours, et pareil pour le conflit, il va s'apercevoir aussi que les choses, que c'est pas si simple que ça, et qu'il ne suffit pas d'envoyer un industriel du BTP pour résoudre les faire le ménage diplomatiques. Oui. Elisabeth Guedel nous attend aux États-Unis. Elisabeth, on peut dire que évidemment la future administration Trump a pesé de tout son poids pour faire plier Benjamin Netanyahou et obtenir cet accord. Oui, cet accord n'aurait pas été possible sans cette collaboration complètement inattendue dans une Amérique aussi polarisée entre l'administration démocrate sortante et la future administration républicaine qui est sur le point d'arriver. Joe Biden, évidemment, voulait avoir un accord avant de quitter la Maison-Blanche et Donald Trump voulait effectivement cet accord avant son retour dans le bureau ovale. Gilles Kepel l'a rappelé, il avait promis l'enfer au Proche-Orient si les otages n'étaient pas rentrés avant son retour à la Maison-Blanche. Il y a encore on estime à 7 otages américains ou israélo-américains retenus par le Hamas. Certains seraient décédés et dans la première phase de l'accord, il est prévu la libération de 2 otages américains. Donc il veut les accueillir, Donald Trump. Il veut que cet accord soit derrière lui et accueillir les otages et passer à la phase suivante au Proche-Orient et pour son administration. Donc il a fait pression, effectivement. Il a envoyé cet envoyé spécial, spécialiste du BTP, Steve Witkoff, négocier. Notamment, une journée a été cruciale samedi dernier. Witkoff est parti de Doha pour Jérusalem, rencontrer Benjamin Netanyahou. Il paraît que la réunion a été très difficile, avec des mots très durs. C'est ce que rapporte notamment la presse israélienne. Mais en tout cas, ça aboutit normalement à cet accord qui doit s'appliquer dimanche. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel. En direct sur CNews et Europe 1, Gilles Kepel. Et maintenant, est-ce que l'on va avoir un scénario pendant les 6 prochaines semaines avec des libérations de compte-gouttes d'otages et puis des combats qui vont quand même reprendre de ci ou de là? À quoi on peut s'attendre? Alors, pour l'instant, la ligne, c'est qu'il doit y avoir 3 phases. C'est-à-dire une première libération de 33 otages en échange d'un nombre non déterminé encore de Palestiniens. Et précisément, ce n'est pas déterminé parce que l'enjeu, c'est qu'il y ait une libération. Et que Biden a dit, je ne sais pas combien il y en a, puisque c'est... En fait, il met ça dans les mains de Trump. C'est à lui de prendre la patate chaude, si j'ose dire. Ensuite, quelques semaines plus tard, la libération des otages vivants restants, qui seraient 36 à peu près, un tout petit peu plus, et une 3e phase où il y a la remise des dépouilles des morts. Vous savez que dans le judaïsme, c'est très important de pouvoir enterrer les morts. Les Palestiniens le savent d'ailleurs, enfin le Hamas, et en font, s'en servent également comme une monnaie d'échange. Donc il y a ça qui est en place, et il y a aussi la perspective à côté de la cessation des hostilités. Et ce qu'on voit là aujourd'hui, peut-être que ça va s'améliorer, mais ça donne le sentiment qu'il y a quand même un certain flottement, puisque le fait que les Israéliens, le cabinet n'est pas accepté, que le Hamas fait de la surenchère, mais c'est quand même, ils n'ont pas grand-chose à dire. Vous me demandez tout à l'heure s'ils avaient encore une grande force militaire, c'est plus grand-chose, et ils sont complètement dans la main
des Qataris qui les financent. Alors, mais en même temps, pour que si le Hamas donne le sentiment qu'il cède tout, il est fini. Donc, il a besoin de garder une capacité de négociation pour essayer d'avoir son mot à dire dans l'après. Puisqu'aujourd'hui, le grand enjeu en Palestine, c'est de savoir si le Hamas, c'est le symbole des résistants héroïques à l'entité sioniste, etc. Ou bien alors, si Sinoir a joué avec la vie des Palestiniens et pour réaliser un fantasme politique qui a été une catastrophe et un échec, il a été le responsable, l'initiateur d'une catastrophe, d'une Nakba, comme on dit en arabe, qui est la traduction arabe de Shoah en hébreu, une catastrophe qui a été bien pire pour les Palestiniens que 1948. Et c'est ce qu'aujourd'hui les gens de l'autorité palestinienne disent, puisque l'enjeu, ça va être qui va contrôler le pouvoir après Gaza, avec derrière la perspective aussi qu'il y ait une véritable manne financière qui, dans le cadre des accords XXL d'Abraham, voulus par Trump, puisse s'abattre sur la région. Ça veut dire probablement, effectivement, que le Hamas n'est plus dans le centre du jeu et probablement que Netanyahou n'est plus non plus dans le centre du jeu après. Est-ce que l'équipe que Trump a mise en place va avoir la capacité de faire ça ? C'est un point d'interrogation parce que, comme je vous l'ai dit, il y a demain l'affaire de la rencontre entre Poutine et Pezeshkian. Vous le rappelez aussi tout à l'heure, il y a l'enjeu ukrainien qui est derrière. Il va falloir gérer la Syrie, l'évolution de la Syrie. Va-t-elle être là avec des islamistes, des djihadistes déradicalisés, soft, ou bien alors est-ce qu'ils ont un autre agenda ? Quel est le jeu d'Erdogan ? Si vous voulez, il y a une masse de données que Trump voulait avoir résolues avant son arrivée au pouvoir. Et c'est la première fois, comme dans ce qu'on appelle la lame duck presidency, la présidence canard boiteux entre les deux, que le suivant a déjà pris la main d'une certaine manière. Mais les enjeux sont énormes et sa manière, non conventionnelle d'agir en passant par le réseau X pour faire passer les messages, Musk qui parle avec la chef le parti d'extrême droite allemand AfD en se riant complètement des usages. On n'est plus dans le monde westphalien, si vous voulez. On est dans un autre univers. C'est, si j'ose me citer, le bouleversement du monde. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Et donc, maintenant, peut-être, est-ce que les méthodes traditionnelles et usées ont quand même, face à l'adversité, une certaine efficacité. Mais nous verrons. N'insultons pas l'avenir.